Et cette publicité, vous allez le voir, nous allons le retrouver dans ce sujet que vont vous présenter maintenant Patrick Clément et Daniel Maillot, la clôture des Jeux nationaux, c'est-à-dire d'une certaine façon les championnats de Chine de toutes les disciplines sportives. Manifestation très importante, c'est la 4e fois seulement depuis la fondation de la République de Chine, depuis 30 ans donc, que nous assistons à ces Jeux nationaux. Le stade des ouvriers de Pékin avec ses 80 000 places. Le Premier ministre Wak Haofeng, entouré de son entourage, le Deng Xiaoping, est resté dans les tribunes, récompense les meilleurs athlètes. Le communiqué officiel souligne l'importance qu'attache le gouvernement chinois à une Chine dynamique, sportive et saine. Voilà pour le communiqué officiel. Alors si ces 4e Jeux nationaux soulèvent ici l'enthousiasme du peuple chinois, c'est tout simplement parce que depuis 30 ans, date de la Révolution, il n'y en a eu que 4. Donc c'est un événement très rare et par conséquent très apprécié pour l'ensemble des Chinois. Ceci pour l'enthousiasme des Chinois. Maintenant, au sujet des prestations des athlètes, les très rares experts occidentaux admis ici ont été très déçus par les prestations des Chinois. Sur 1 milliard de Chinois, il n'y a eu qu'un seul record du monde de battu, celui du tir au pigeon féminin. Pour les autres prestations, les Chinois se montraient assez médiocres. Je vais vous donner un exemple. Le record national chinois du 400 mètres haies est de 51 secondes 90 centièmes. Pour mémoire, le record olympique est de 47 secondes 64 dixièmes. Les Chinois ont donc beaucoup d'efforts encore à faire. Donc l'événement ne se situe pas au niveau des records. L'événement, c'est l'introduction dans le stade chinois de la publicité. Ça, c'est la toute première fois depuis la Révolution que les Chinois acceptent des panneaux publicitaires de marques étrangères dans leur propre stade. Le deuxième événement, c'est que l'exclusivité de la retransmission de la totalité de ces Jeux a été donnée à une chaîne de télévision américaine, moyennant un coût fabuleux, mais ce coût fabuleux, on ne le connaît pas pour l'instant. Bon, alors si les Chinois ont accepté nos caméras, nous Antenne 2, c'est pour un droit à l'information de 2 minutes et simplement pour la clôture. Enfin, les autorités chinoises ont couplé ces Jeux nationaux avec le 30e anniversaire de leur révolution afin d'éviter toute autre jouissance. À Pékin, on ne fait pas de triomphalisme pour cet anniversaire. C'est évidemment une indication très importante. Le gouvernement chinois, 3 ans après la mort de Mao Tse-tung, n'ose pas tirer de bilan et cherche encore, c'est évident, l'image fédératrice qu'il n'a pas encore réussi à retrouver depuis la mort de celui qui inventa la révolution chinoise. Voilà, j'ai eu un petit peu le temps de reprendre mon souffle et nous allons pouvoir dialoguer ensemble, Patrick, sur ces Jeux nationaux qui représentent une sorte de substitut à ces grandes cérémonies populaires qu'on aurait vues dans des tas de démocraties populaires, à Moscou par exemple, et qu'on est un peu étonné de ne pas retrouver pour un anniversaire aussi important. Oui, je crois qu'à Pékin aujourd'hui, on a voulu éviter toute forme de triomphalisme. On se veut une nation rigoureuse, une nation communiste, qui ne fait pas de festivités extraordinaires, telle sorte qu'on n'accentue pas la différence, si vous voulez, entre la campagne et la ville. Parce que ici, les villes sont toujours privilégiées par rapport à la campagne. On organise des fêtes d'artifice, etc. Et puis, 3 ans après la mort de Mao Tse-tung, je crois qu'on n'ose pas vraiment tirer de bilan. Je crois que c'est ça la seule véritable raison. Alors, il faut dire aussi que si on ne fait pas de triomphalisme, c'est peut-être que la situation économique n'est pas très brillante. Écoutez, il est vrai qu'il existe des rationnements alimentaires pour des périodes encore indéterminées, et puis certains dirigeants et des plus hauts ont déclaré il y a quelque temps encore qu'il existait en Chine 6 millions de chômeurs, qui pour ce pays, c'est un chiffre tout à fait conséquent, enfin très important, vraiment. Ainsi que l'inflation qui a grimpé, les prix... oui, je crois que l'inflation, c'est difficile à dire, mais ça doit évoluer autour de 40%. C'est quand même un petit peu difficile à dire dans ce domaine, il faut être prudent. Alors la situation politique non plus, vous le disiez, n'est pas très claire. On ne sait pas si les Chinois sont en train d'oublier Mao, s'ils veulent l'oublier brutalement, si on peut parler vraiment de démaoïsation. Je ne crois pas qu'on puisse encore parler véritablement de démaoïsation comme de déstalinisation. Je crois qu'on ne peut pas faire de parallèle entre les deux. Mais enfin, disons que, d'une façon générale, 3 ans donc après sa mort, on réduit la stature historique de ce personnage de légende. On fait en sorte qu'on en parle de moins en moins. Le président Wak Haofeng, hier, dans ce palais devant lequel nous sommes placés, a fait un discours de 5 ou 6 ou 7 feuillets, je ne sais plus exactement. Il n'a pas
une seule fois cité le nom du président Mao Tse-tung, pas une seule fois. Il a cité les pensées, mais alors ces pensées s'inscrivent dans le cadre de la pensée marxiste-léniniste, et non pas dans le cadre de Mao Tse-tung, Dieu vivant. Oui, c'est très intéressant. Et il faut dire aussi que le président Lula est un petit peu gêné car il détient son pouvoir du président Mao Tse-tung. De cette fameuse phrase, toi au pouvoir, je peux partir le cœur tranquille. Enfin, je crois que c'était quand même assez extraordinaire. Je crois que nulle part ailleurs une telle chose ne s'est dite, et surtout nulle part ailleurs un tel pouvoir s'est fait de la sorte. Alors il y aura un signe certainement de cette démaoïsation le jour où on entamera le fameux procès de la veuve de Mao, qui est toujours en prison. Ah, écoutez, vraiment, je crois pas que ce soit pour demain encore, dans la mesure où si on faisait un tel procès, ce serait un déballage tellement extraordinaire que beaucoup de gens qui sont en ce moment derrière nous ou aux affaires dans ce pays en seraient fortement éclaboussés. Et puis la Chine n'a pas envie du tout de se retrouver à l'époque de la révolution culturelle et de la bande des quatre, justement. Donc il garde un très mauvais souvenir. Oui, il garde un très mauvais souvenir, car on ne sait pas assez en Europe qu'ici on compare la bande des quatre et son règne à une période fasciste, et on ajoute que Mussolini à côté était un enfant de cœur. C'est ici qu'on le dit. J'évoquais tout à l'heure les rapports entre Roi Kofeng et Deng Xiaoping. Est-ce qu'il y a une tension entre les deux hommes? Est-ce qu'il y a deux lignes politiques? Écoutez, moi je ne crois pas à la grande dispute entre Deng Xiaoping et le président Roi Kofeng. Enfin, j'y crois pas. En vérité, ils ne m'en ont pas informé l'un et l'autre. Ceci étant, depuis 3 ans, ils travaillent ensemble, ça marche. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'éclat. Il y en aurait eu si vraiment il y avait eu un désaccord fondamental. Monsieur Roi Kofeng représente, si vous voulez, le produit propre d'une administration, l'administration chinoise. Deng Xiaoping représente l'individualisme. Donc les deux hommes ont des caractères certainement très opposés, n'ont pas certainement très grand-chose à se dire dans le privé, comme on dit à Pékin. Ceci étant, l'un et l'autre ont besoin de l'un et de l'autre. Donc par conséquent, il est nécessaire pour eux de cohabiter. En tout cas, le plus beau signe que quelque chose a changé ici en Chine, c'est que nous sommes ici à dialoguer librement, à avoir tourné relativement librement, oui, disons-le. C'est quand même intéressant. Plus que ça. Moi, j'ai connu la Chine à l'époque de la bande des quatre. Il n'était pas question, même dans les rêves les plus fous, d'imaginer ce que nous sommes en train de faire. Je veux dire, ce que nous sommes en train de faire, ça prouve une évolution faramineuse dans la politique chinoise. C'est extraordinaire.